Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Alors je suis au fil des pages, quel est votre conseil de cette semaine ? Alors mon conseil, ça va être le nouveau roman de Frédéric Pommier, qui est journaliste à France Inter, que certains doivent peut-être connaître, qui fait le récit de sa grand-mère Suzanne. Donc le roman s'appelle Suzanne. Sa grand-mère qui était havraise et née au Havre. Et il raconte toute sa vie à travers des souvenirs qu'il a réussi à récupérer dans les journaux intimes de sa grand-mère et de son grand-père. C'est absolument délicieux de découvrir cet être qui est assez étonnant, pleine de vie, pleine de joie de vivre, battante. À travers elle, on fait aussi la découverte d'une femme à travers le siècle dernier. Et qui est ponctuée de passages actuellement où elle est hospitalisée en EHPAD. Mmh. Donc c'est bouleversant parce on prend connaissance de cette femme qui est pleine de tendresse et puis de voir maintenant comment elle est considérée par rapport à comment on considère nos aînés, comment les soignants sont là ou pas là. Parfois pour les et donc je pense que c'est un roman qui va interpeller beaucoup de personnes et beaucoup de Havrais peut-être. Beaucoup de Havrais et qui sont d'ailleurs fortement invités à découvrir ce livre puisque Frédéric Pommier me fait l'honneur et la sympathie de venir le 14 novembre dédicacer le livre. Entendu. Voilà, donc je vous donne tous rendez-vous le 14 novembre pour rencontrer Frédéric Pommier et puis avant à la librairie. 18h. À 18h. Voilà, d'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Isabelle. Au revoir. C'était hier ou presque. Charles VI de Valois n'a pas tout à fait 12 ans quand il succède à son père, le 16 septembre 1380. Il est sacré à Reims selon l'antique coutume le 4 novembre 1380. Les habitants de la ville saluent le sacre par les cris de « Vive le roi Montjoie Saint-Denis ». C'est qu'ils viennent d'apprendre, à leur grande satisfaction, qu'il confirmait la suppression des fouages décidés à la fin du règne précédent. Rappelons que les fouages étaient un impôt extraordinaire perçu sur chaque ménage, on dit aussi feu ou foyer. Mais le roi étant mineur, ses puissants oncles, Louis d'Anjou, Jean de Berry, Louis de Bourbon et Philippe de Bourgogne assurent la régence et en profitent pour dilapider les ressources du royaume et instaurer de nouveaux impôts pour leur profit personnel. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Gerrit Hermann van Horthorst, surnommé aussi en français et en italien Gérard de la Nuit ou Gerardo della Notte. Né le 4 novembre 1590. C'est un peintre de genre et d'histoire et un portraitiste flamand. Dans les années 1620, il fut, avec Hendrik ter Bruggen et Dirk van Baburen, l'un des principaux représentants de l'école caravagesque d'Utrecht. Son style évolua par la suite vers le classicisme. Réputé de son vivant, il reçut des commandes notamment de Frédéric V et Élisabeth, roi et reine de Bohême en exil aux Pays-Bas, de Charles Ier d'Angleterre et Christian IV de Danemark, avant de devenir peintre de cour de Guillaume II d'Orange-Nassau. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à la comédienne Marlène Jobert qui fête ses 78 ans. Elle apparaît au cinéma en 1966 dans le film Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard.
I like to be in America, I like to live in America, terrible crime in America, I like to live in America. On aime le roman noir américain, mais alors pas du tout portoricain pour l'instant, je sais pas pourquoi je vous ai pris cette musique-là, mais bon, ça parlait des États-Unis. On va donc parler de nos romans noirs américains avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin Whitner. Vous connaissez peut-être parce que est sorti Évasion chez Gallmeister, c'est au mois de septembre-octobre, et que la grande librairie a été le voir sur son terrain. Mais nous, on va parler d'un livre plus ancien de cet auteur qui s'appelle Cry Father. Il est paru en 2015 dans la collection Totem maintenant de Gallmeister, donc en 2018, et il est traduit comme les autres livres de Benjamin Whitmer par Jacques Mayos. Certains comparent Benjamin Whitmer à Ron Rash ou à Cormac McCarthy. Je vous dirai plus tard, moi, à quoi il me fait penser. Cry Father a pour personnage principal Patterson Wells, un homme qui passe sur des chantiers après des ouragans, qui a une cabane sur la Mesa, qui a eu une femme et un fils. Son fils est mort. Il lui écrit. C'est un homme sensible, mais c'est un homme qui boit. C'est un homme qui peut être violent en compagnie de Junior. Nous sommes dans une Amérique des grands espaces, des rednecks, et je vais vous donner une ambiance de la route aux États-Unis et aussi des fake news. Les 3 premiers quarts du trajet ne sont que de la voie express. C'est des semi-remorques et des touristes, des pauses café et cigarettes. La succession de stations de country qu'on capte sur les plaines et puis qu'on ne capte plus. Le soleil qui se lève et qui traverse le ciel béant du Missouri, et puis qui retombe dans le Kansas, et qu'on ne revoit plus nulle part dans le Colorado. C'est un trajet sous pesanteur, presque une chute. Un trajet vers une masse planétaire, avec au fond le plateau brisé autour de Walsenburg, Colorado, et qui, après, remonte par le col de la Veta, où le ciel s'abaisse jusqu'à 3 mètres du sol, et où le mercure s'effondre par paquets de 2 chiffres. Et Patterson franchit le col, et l'instant d'après, les nuages ont disparu. Et le ciel est d'un grand bleu brutal. Puis Patterson sinue par amples boucles à travers les sangrés des Christos, entre des pentes vêtues de pins tordus et des derniers haillons de neige. Quand il redescend dans la San Luis Valley, par les maisons de bois aux toits en V qui touchent le sol, et les baraques préfabriquées de Fort Garland, Colorado, 400 habitants, Patterson est presque excité à l'idée d'arriver à la cabane. Cela fait bientôt 2 jours qu'il n'a pas dormi, mais il n'est pas fatigué, même pas un tout petit peu. Il engage son camion sur la CO 159, droit vers un front orageux gris qui bouche le ciel à 15 km devant lui. Et il fait la première chose qu'il fait toujours quand il traverse la St. Louis Valley. Il cherche et trouve à la radio la voix de Brother Joe, qui déblatère à propos du groupe de banquiers cosmopolites qui a fait sauter le World Trade Center le 11 septembre 2001 avant de faire porter le chapeau aux Arabes. Déblatère à propos des Israélites qu'on a prévenus et qui ont sauvé leur peau. Déblatère à propos de signatures d'implosion. Patterson dérive quelque part entre sa fumée de cigarette et la voix métallique de Brother Joe. L'entendre le fait se sentir chez lui. Bout de route mouillé par une averse toute fraîche, et puis voici l'orage. De lourdes gouttes de pluie frappent le pare-brise comme des balles. On est chez Benjamin Whitner, on est chez Gallmeister, ça veut dire qu'on est au niveau d'une Amérique qu'on nous décrit très 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 bien. Ambiance route, fake news. Moi, je comparerais plutôt Benjamin Whitmer à Christopher Cook. Auteur de Voleurs, paru en français à Rivage Noir. Ces personnages, Eddie et Ray Bob, sont aussi déglingués que le Junior de Cry Father. Ils roulent, comme le Patterson Wells de Cry Father, dans l'Amérique du milieu, dans l'Amérique des banlieues. Et voilà un exemple. Il roulait peinard vers le sud, dans Lamar Street, après avoir mangé une côtelette désossée en sandwich et bu de la bière à la T-Bones Barbecue House. Sans destination particulière, par une journée paresseuse du mois de mai. Paisible, sous un ciel bleu layette, dans lequel flottait un soleil semblable à une noix de beurre chaude. Il dépassait à vitesse modérée des parkings de voitures d'occasion, dont les bannières en plastique flottaient au vent, des supermarchés de nourriture bio, des magasins de disques, des saloons. S'avançait dans la lumière éblouissante et la chaleur estivale du sud, avec les gaz d'échappement âcres qui montaient de l'asphalte,
les hypnotiques brumes post-potatives de l'après-midi. Eddie et Ray Bob qui prenaient leurs pieds à vitesse de croisière. Radio en sourdine, Lyle Lovett. Ils poursuivirent dans la même direction, franchissant le seuil commercial de la ville, traversant le pont sur la rivière Colorado, scintillante aux eaux turquoises. Vers l'amont, les hautes berges plantées d'arbres verts en flanquaient le cours. Une coque solitaire, hérissée de rames, courait à la surface ridée par le vent, un mille-pattes flottant. Vers l'aval, les ponts de First Street et de Congress Avenue, la denture irrégulière du centre-ville aux parois de verre. Nous sommes donc dans une Amérique avec des gens perdus, des gens entre le bien et le mal, des gens sans attache, qui sont ou dangereux ou au moins minimum sans empathie, irresponsables, quelquefois attachants. Voleurs, c'est une fuite en avant, c'est une chasse à l'homme à travers des paysages rarement montrés dans les polars ou les romans noirs. Et en voilà un autre exemple. Juste au nord de Beaumont, dans le grondement du gros moteur V8, Ray Bob aborda à 130 le pont qui enjambait Pine Island Bayou. Il laissait la prairie côtière derrière lui, remontait plein nord vers l'est Texas, un endroit qu'il connaissait. L'autoradio était réglée sur l'émission matinale de KLV6. Deux bouffons lève-tôt, des faux barytons qui balançaient des plaisanteries achetées au prix de gros. Il écoutait au cas où ils interrompraient leur badinage jovial assez longtemps pour parler de ce qui s'était passé. Du braquage, du foirage. En traversant le pont bas, il vit l'aube qui fendait le ciel à l'est au-dessus des cyprès chauves et des gommiers noirs des marais dans le lit du bayou. Traînées ambre au-dessus des frondaisons vert foncé, parsemées de boucles de mousse espagnoles, telles des mèches de veuves éplorées, points blancs des aigrettes perchées sur les branches basses. Le niveau du bayou était haut, ses eaux couleur café engloutissaient les racines aériennes des cyprès, et la végétation dense près du sol progressait à travers bois détrempés et fatras de fourrés. Des lambeaux de brume fumeuse flottaient à la surface fuyante des flots, un lieu sinistre et menaçant où la beauté épousait la mort. L'air même, jusqu'à la route, imprégné de l'odeur des boues pourrissantes et de la végétation corrompue, remuée par la montée des eaux. Il engloba le tout d'un coup d'œil habitué, puis la route plane s'étira droit devant lui, chaussée enserrée de part et d'autre entre les arbres, en majorité pins des marais et pins à encens. Des beaux paysages, des gens qui sont moins beaux. C'est aussi ce qui fait que peut-être on peut avoir envie d'aller voir l'exposition qui est en ce moment au Jeu de Paume, qui va être jusqu'au 27 janvier, de Dorothea Lange, qui était une Américaine morte déjà depuis un certain temps, Américaine qui a beaucoup photographié. Elle a beaucoup photographié pendant la crise des années 29-30 aux États-Unis. Et ce sont des portraits de personnes, de migrants, de chômeurs qui sont absolument fabuleux. Il faut y aller. C'est aussi ça l'Amérique. Tell me what they do. I don't know what they're talking about.
Yolande Simon, bonjour. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Vous êtes enseignant, écrivain, dramaturge et vous êtes responsable des éditions de l'Aiguille à Étretat. Alors, j'aurais bien aimé que vous nous parliez de votre actualité. Je signale aussi que vous avez écrit un roman, Le roman du Havre, que nous avons largement cité dans notre livre Culture et démocratie. Et je crois que là, vous venez de publier, de participer à la publication d'un livre. Oui, alors il y a 2 livres dans l'actualité. Donc l'un dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je suis le personnage principal, si j'ose dire, qui est donc d'une universitaire de Caen qui s'appelle Marie-Dauge Gilbert et qui a eu l'idée saugrenue d'écrire un livre sur la trentaine de pièces de théâtre que j'ai commises. Donc ça s'appelle La parole buissonnière, le théâtre de Yolande Simon. C'est publié au Cahier des Garrets, qui est une maison d'édition de Toulon qui est spécialisée aussi dans le théâtre. Oui, on peut peut-être signaler que vous allez nous en parler le 10 décembre à la Société des gens de mer. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai failli dire la Société des gens de lettres, de mer. Oui, le 10 décembre à 18h, on fera une rencontre autour de cet ouvrage, donc qui est préfacé par Danielle Dumas, l'ancienne rédactrice de l'Avant-Scène, qui a joué un rôle tellement important pour moi, puisqu'elle m'a publié au moins une dizaine de pièces à l'Avant-Scène, notamment, et avec un cahier central de photos, et puis la possibilité que j'ai eue de rééditer les préfaces de Robert Abierrachet, de Dan Hubersfeld, du comédien Louis Vell, etc. Enfin, les préfaces qui étaient justement soit dans les éditions des 4 Vents, soit dans l'Avant-Scène. Donc ça fait un livre d'une certaine consistance. Tout à fait. Voilà. Oui, je signale aussi que vous avez écrit un hommage à Madame Hubersfeld qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et oui, Anne aurait eu 100 ans aujourd'hui. Elle est décédée à 91 ans. Cette petite pétulante femme, mais qui est quand même... vraiment, on a dit un peu l'Umberto Eco français, qui a renouvelé, vous Isabelle, qui est une enseignante de lettres, qui a renouvelé les approches du théâtre, et notamment avec l'application des schémas actentiels, des propos de Jacobson, etc. Oui. Alors, dans 3 livres fondateurs, Lire le théâtre en 3 tomes, qui sont des fois... oui, mais enfin, c'est Anne. Et la fabrique du spectateur. Et la fabrique du spectateur, et des textes sur l'objet au théâtre, etc. Sur Vitesse, sur Vinaver, sur... je cherche le nom. On retrouve de toute façon votre texte sur notre site, à la rubrique des spectateurs. Voilà. Oui, j'ai voulu rendre hommage à Anne parce qu'elle a été... elle était formidable. Alors, il faut dire que vous avez écrit beaucoup de pièces, parce que la première pièce que vous avez publiée, qui a été jouée, était en 1980 ? En 1980, dans un stage à Montbazin, par les Baladins du Havre, donc qui s'appelait Auguste Président. Une pièce qui m'a fait beaucoup de tort parce qu'elle a été jouée en janvier 81 au théâtre de l'Hôtel de Ville. Il y avait 700 personnes dans la salle, 50 qui ont été refusées, un quart d'heure d'applaudissements, et c'était une pièce comique. Alors j'aime mieux vous dire que toute la petite intelligentsia havraise, c'est un grand tort de commencer par une pièce qui a du monde et qui fait rire. Alors, oui. Parce que vous en avez écrit combien finalement ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Environ une trentaine, parce que ça dépend comment on fait le décompte. Quelquefois c'est un acte, quelquefois c'est juste une scène, enfin je sais pas trop. Une trentaine de textes de théâtre. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'une année, vous étiez venu au lycée Schumann jouer dans son amphithéâtre et on avait réuni des élèves et des parents. Oui, c'était avec le Manteau d'Arlequin. Oui. Les pièces que j'appelle la trilogie des Frontins, parce qu'il y a un valet Frontin et elles évoquent l'univers du XVIIIe siècle avec l'excellent Patrick Tesser, avec le docteur Brunet, avec une jeune comédienne qui s'appelait Camille Meunier. Qui est très, très joliment mis en scène par Raymond. Oui, et c'était une jolie initiative de faire venir le théâtre dans l'enceinte du lycée. Oui. Alors, le deuxième livre à paraître et qui est paru il y a quelques jours. Oui, parce que
comme je vous l'expliquais, parce qu'on prépare les émissions, et comme je vous l'avais expliqué, la référence est à presque toutes les pièces dans le livre. Bon, donc il y en a qui sont trouvables. C'est embêtant de faire référence à des objets introuvables. Donc il y avait donc 9 pièces qui n'étaient plus éditées ou qui n'avaient pas été éditées. Donc je les ai rééditées de manière à avoir les autres. Bien sûr. Mathieu, mon fils que vous connaissez, qui s'occupe un peu aussi cinéaste et qui s'occupe de mes livres, il voudrait que faire un gros tome 1, tome 2, que tout d'un coup, mais je n'ai pas les droits sur les pièces qui sont à l'avant-scène, au 80, Actes Sud, etc. Donc, oui, d'accord. On va attendre quand même post-mortem. Oh, n'allons pas si vite. Hein. Alors, ce livre-là s'appelle... Il s'appelle tout simplement Yolande Simon Théâtre, tome 1. Tome 1, voilà. Et il est aux éditions de l'Aiguille. Aux éditions de l'Aiguille. Voilà. C'est un gros livre de 402 pages. C'est ça. Ça peut faire peur à tout le monde, mais que reste quand même modestement à 20 euros. Oui, d'accord. Et alors, j'aimerais bien aussi que vous nous parliez de la pièce, du texte que vous avez fait paraître, Un désordre ordinaire, en 2001. Oui, on en parle comme ça parce qu'on parlait de cette actualité. Oui. Sur comment pas faire de bruit, pas de vagues, c'est ça là. Sur les enseignants et je me disais que les gens découvrent un petit peu la lune tout de suite, quoi, parce que ces problèmes de difficulté, d'autorité sont pas d'hier. Hein. Exactement. Et donc j'avais écrit cette pièce, ce livre qui a été publié par Isabelle Gallimard au Mercure de France. C'est pas une pièce, hein? Ah non, c'est un roman. C'est un roman. C'est un roman qui évoque le sort d'une jeune maîtresse auxiliaire qui s'était suicidée dans les années 70. Alors, je ne sais rien de ce fait divers, j'ai réinventé le parcours. Et ce qui m'a intéressé, et qui un peu est propre à beaucoup de mes pièces et de mes approches, notamment des femmes, parce que j'écris mieux sur les femmes que sur les hommes, c'est de prendre à contre-pied les images traditionnelles, notamment le professeur Chahuté, c'est un personnage comique, c'est le personnage de Pagnol, de Crépure aussi, etc. Hein, tout ça. Oui, c'est vrai. Alors que j'ai voulu montrer que ce problème, on a tous, pas vous Isabelle, mais moi j'en ai eu au début des difficultés. Bien sûr, moi aussi, au début. Et montrer que c'est une souffrance, qu'on se couche en se disant ça va pas, etc., qu'on est diminué, qu'on est humilié un peu par des gamins. Quoi. Oui, et qu'on cherche toujours des solutions, quelque chose. C'est son identité qui est mise en cause, c'est une vraie souffrance. C'est ce que j'ai voulu décrire. Je me disais, ça s'appelle Un désordre ordinaire. Et ça correspond bien à ce dont on parle tout de suite, à savoir que ce désordre dans l'éducation nationale est trop ordinaire, hélas. Hélas. Alors il paraît qu'il s'est aggravé. Peut-être y a-t-il un problème là C'est-à-dire que peut-être qu'autrefois c'était quand même un problème qui concernait certains enseignants qui tombaient dans cette cycle infernal et que maintenant c'est plus un comportement général de rapport à l'autorité et de rapport à l'école. C'est quelque chose de très délicat à traiter parce que on dit toujours oui, ils sont pas sages, etc. Vous vous rappelez, Isabelle, les premières réunions de parents d'élèves, au bout de 5 minutes, on dit vous êtes pire que les élèves, tout le monde parle, etc. Il n'est pas naturel à l'homme, et encore moins à l'enfant, de rester assis 6-8 heures devant un enseignement qui est quand même très académique chez nous, quoi. Donc, c'est peut-être pas si simple non plus à traiter, quoi, ce genre de problème. Bien sûr. Alors, il y a quand même tout de suite... Il y a aussi quand même de la formation pédagogique qui est nécessaire. Mais il y a quand même tout de suite, évidemment, cette mode de Montessori qui revient très fort. Oui, pour les enfants. On a une espèce d'époque qui est un peu contradictoire parce qu'on a un côté de ceux qui reviennent à mouche tournée, dit bonjour à la dame, et puis de l'autre côté, les pédagogies nouvelles, etc. Et le ministre semble d'ailleurs très
très oscillé entre ces deux aspects. Oui. Bon, je sais pas s'il faut. mais je sais pas si Je suis pas sûr. Montessori est une solution aussi totale. Bon, ça marche dans les maternelles. Est-ce que c'est aussi En tout cas, la décision de diviser les classes, enfin de diminuer le nombre c'est une bonne d'élèves. décision. Alors ça, c'est une très très bonne décision. Oui. Alors attendez, il y a un rendez-vous à fixer, je crois, et qui est très intéressant pour nos auditeurs. C'est le rendez-vous de Granville. Oui. Alors il faudrait nous en parler. Alors, Granville, c'est le 10 et 11 novembre, et c'est les joutes poétiques organisées par l'excellent monsieur Gandanger, et qui sont là un peu tous les ans, et donc, vous savez, c'est surtout des slameurs. Alors, j'en profite pour dire que nous avons produit aux éditions de l'Aiguille un ouvrage qui s'appelle La Grande Clameur, avec toutes sortes de slameurs, notamment des slameurs ici à Havrais, comme Mathieu Amance, comme Didier Guillaumet, le professeur du lycée François Ier, comme Enrico, enfin, ils sont charmants tous ces gens. Oui, Magnès. Oui, la Magnès, évidemment, qui est dans le film de mon fils Mathieu, voilà. Donc, je vais là parce que il y avait un salon du livre à Granby qui n'existe plus, alors ils en ont profité, c'est une bonne idée pour inviter 3 ou 4 maisons d'édition. Donc, je vais venir avec aussi les ouvrages de l'Aiguille. Ah oui, c'est une très très bonne idée. 10 et 11 novembre. Alors écoutez, je vais aussi en décembre, je vais aussi le 9 décembre dans mon pays, au Cap de la Hague, à Digouville. Qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, là, j'y présente un petit peu parce que dans mon actualité, il y a eu un petit ouvrage poétique aussi qui s'appelle « Il suffisait à l'enfant », qui sont 60 petits poèmes en prose ou textes en prose sur l'enfant de 6 ans, 7 ans, avec sa grand-mère à Montville-la-Petite, qui, comme vous le savez, est le pays où va mourir Prévert. Mais oui. Mais Prévert n'y était pas à ce moment-là. Et donc, je vais présenter ce livre à Digouville, dans la Hague, avec une troupe qui va jouer mes pièces, 3 ou 4 de mes pièces en avril dans la Hague, où on va faire quelque chose sur la Hague dans l'œuvre de Yolande Simon, dans le théâtre de Yolande Simon. Ah, mais très bien. Ce pays qui m'est très cher, qui est bien le pays de mon cœur. Il y a le Havre, mais comme je vous l'ai expliqué dans le roman du Havre dont vous parliez, je suis un Orsin. C'est ça. Oui, voilà. Oui, moi aussi, il y a beaucoup de Orsins. C'est-à-dire que j'ai été amené ici par ma enfin, on y reste. C'est-à-dire, c'est ma chérie. Vous savez, on disait autrefois la femme doit suivre son mari. En fait, c'était toujours le contraire. C'était toujours le mari qui suivait la femme. Et Yvette, comme tout bon Havraise qui est né au Havre, est évidemment bretonne. Oui, voilà. Voilà. Donc, ça fait des enracinements difficiles. Bon, ce n'est peut-être qu'on pourrait dire à Éric Zemmour les réponses de Gilles à Barès qui disait mon père est d'Uzès, ma mère est normande, je suis né à Paris. Voulez-vous, monsieur Barès, que je m'enracine? Et donc voilà, moi je ne sais pas où je m'enracinerai entre les. On s'enracine dans les mots, dans la littérature, dans le cinéma. De toute façon, je pense que le Havre ne demande pas qu'on s'enracine, comme un peu je l'ai écrit dans le livre. C'est un peu une ville ouverte, quoi. C'est ça. Qui n'a pas une identité régionale réellement forte. C'est un port. Et qui n'est pas fermé. Voilà, au contraire, oui. Et où tout peut advenir. Exactement. Moi, je pense qu'il s'est produit des choses dans ma vie, dans mes contacts avec les gens de théâtre, etc., au Havre qui ne se serait pas produit à Rouen, j'en suis sûr. Tout à fait. On va en rester là. Oui. Merci beaucoup, Yolande Simon. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Étienne, bonjour. Bonjour, alors bienvenue à BDLirium. Aujourd'hui je vais vous parler de Sweet Tooth, un roman graphique écrit et dessiné par Jeff Lemire, un jeune auteur canadien. Voilà, alors un dessin assez minimaliste. Sa qualité première à Jeff Lemire, c'est le scénario et non pas le dessin, bien qu'il se débrouille quand même fort bien. Ah oui, c'est ce que je vois. Alors, l'histoire... Nous allons suivre les aventures d'un petit garçon dans un monde qui a été ravagé par un virus. Enfin, on ne sait pas trop.
ce qui s'est passé exactement. Quoi qu'il en soit, des nouveau-nés ont commencé à naître avec des caractéristiques animalières, comme le héros que nous voyons sur la couverture, il a des bois de cerf sur la tête. D'autres enfants vont naître avec une apparence d'écureuil, de cochon et autres. Et ce petit garçon va se retrouver perdu dans la forêt à la mort de son père et décide d'explorer le monde. Et là, il va faire la rencontre d'un homme assez bourru et ils vont partir tous les deux à l'aventure. Mais c'est joli comme histoire. C'est très joli et à la fois très dur parce que vu que la population a disparu, il reste très peu de survivants et pourquoi ces enfants sont apparus avec ces caractéristiques animales. Bien sûr, alors c'est un roman d'anticipation. C'est ça. Voilà, merci Étienne. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.